vous allez pouvoir écouter un petit peu leur cause, leur périple, leur voyage avec Dominique, votre grand-mère Fiona. Et j'ai envie simplement de vous souhaiter un bon voyage et je vous dis à tout à l'heure. Merci. Alors, voici mon petit papa. Voici ma fille et ma femme. Non, alors juste pour vous dire que tout a démarré en 1917 dans l'Italie. Ma belle-mère est née en Italie, très pauvre, dans un endroit où elle aurait pu être riche parce que sa maman avait une auberge. Sauf que sa maman, étant gentille avec tout le monde, elle a perdu l'auberge. Et quand ma belle-mère a eu 3-4 ans, elle a commencé à aider sa maman. Et après, elle a fait la charité, elle a fait beaucoup de choses qu'elle n'a pas aimées du tout dans son pays. Et quand elle est venue en France, c'était pour essayer de trouver une certaine dignité. Et donc, elle s'est glissée dans le lit de mon beau-père qui... Alors, ils se sont mariés le 11 juillet 1955 et mon épouse est née le 21 juillet 1955. Et ils n'ont jamais fait l'amour avant, évidemment. C'est ma belle-mère qui me l'a certifié. Donc, vous voyez qu'en Italie, c'est un petit peu plus rapide qu'en France. Mais non, en fait, le responsable, c'était les papiers parce qu'ils n'arrivaient jamais. Donc, c'est dans la joie et dans la bonne humeur qu'on va vous expliquer, alors que quand j'ai eu 16 ans et que j'ai rencontré ma délicieuse épouse, ça n'a pas été l'avis de ma belle-mère, qui n'a pas apprécié du tout qu'on parte en Angleterre en autostop. Elle, 22 ans, responsable d'agence à la BNP, et moi, 16 ans... Voilà, pas plus que ça, quoi. Et donc, on part tous les deux en amoureux. Elle qui avait laissé l'amour de sa vie en Italie parce que, justement, elle voulait réussir dans la vie. Donc, elle a dit à sa fille qu'elle faisait une énorme erreur. Quand on s'est mariés, j'avais à peine 18 ans, elle a continué à dire à sa fille qu'elle faisait une énorme erreur. Mon beau-père, lui, par contre, disait à mon épouse, « Écoute, tu fais une bêtise, mais c'est ta vie, t'en fais ce que tu veux. » Et donc, ma belle-mère a été un petit peu méchante. Quand on s'est mariés, elle a essayé de casser le mariage, sauf qu'elle a essayé à l'église. C'était trop tard, on était déjà mariés à la mairie. Mais pour elle, en Italie, c'était l'église. Et quand ma femme, on a eu notre premier enfant, elle lui a donné 20 000 francs pour qu'elle abandonne son mari et qu'elle aille vivre avec l'enfant. Donc, on était en mauvais termes. En très mauvais termes. J'avais un surnom qui commençait par C et qui finissait par D. Et donc, c'était pas très gentil de sa part. Et je ne vais pas vous gâcher la suite, parce que là, c'est ma fille qui va vous la raconter. C'était juste pour vous expliquer, parce qu'elle n'ose pas trop dire qu'on n'était pas en bon terme. Et elle a tout à fait raison, parce qu'on n'était pas en terme du tout. Et quand... le docteur a téléphoné pour dire qu'il lui reste une semaine et que ma fille, étant donné qu'on a toujours voyagé ensemble, qu'elle n'est jamais allée à l'école et qu'elle a appris la vie dans les voyages, elle a ouvert des puits en Afrique avec nous ou autre. Donc, quand elle a pris le téléphone et qu'elle a entendu que la grand-mère en avait pour une semaine, elle a dit « Moi, je vais la chercher ». Et comme on habite ensemble, automatiquement, elle allait venir dans la même maison que moi. Et elle m'a dit « Ça ne va pas te déranger ?» J'ai dit « Non, une semaine, c'est bon ». Et malheureusement, ça a duré beaucoup plus d'une semaine. Mais il y a une autre personne qu'il faudra lui demander que ça a dérangé aussi. Oui, merci. Vous pouvez l'applaudir. Donc, effectivement, avec ma grand-mère, on n'avait pas trop de liens affectifs parce qu'il a oublié de dire qu'aussi, ma grand-mère a essayé de me marier avec le petit-fils de sa meilleure amie à mes 15 ans et 3 mois. Et quand j'ai refusé le mariage, elle m'a fermé la porte pendant plusieurs années. Mais quand on m'a annoncé qu'elle en avait pour une semaine, la première des questions qui m'est venue à l'esprit, c'était si j'étais à sa place, est-ce que j'aimerais mourir seule, loin de tout le monde, ou être entourée de ma famille? Et comme pour moi, c'était une évidence, je suis vite allée chercher ma grand-mère. Et quand je suis arrivée, parce que nous, on était en Vendée, elle en région parisienne, quand je suis arrivée en région parisienne, elle m'a regardée, elle m'a dit « Ma, c'est la vieille moche qui vient me chercher ?» Tout simplement parce que pour elle, être vieille fille à 35 ans, c'était pas normal. Et donc, en amont, j'avais expliqué la situation en Vendée, que j'allais chercher ma grand-mère, que je ne savais pas dans quel état j'allais la récupérer. Ce que je savais, c'est qu'elle était incontinente et que je ne savais pas m'occuper d'une personne âgée. Et on m'avait dit, oui, oui, pas de souci, mais tant qu'elle n'est pas descendue, on met rien en place parce qu'on ne sait jamais si pendant le trajet... Donc là, je la descends, elle est d'une humeur massacrante parce que ça faisait 50 ans qu'elle n'avait pas fait de voiture. Alors là, les 500 km l'avaient fatiguée.
Je l'installe dans sa chambre, même pas un merci, juste un grognement. Et je pars vite téléphoner, et là je tombe sur une dame qui me dit « Ah oui, oui, pas de souci, je lance un plan d'urgence. Dans 3 semaines, vous aurez quelqu'un. » Alors là, j'ai un petit rire nerveux, elle me dit « J'ai dit quelque chose de drôle ?» Bah, je sais pas, bon c'est vrai, j'ai jamais eu d'enfant, hein. Mais je pense qu'une couche, ça se change avant 3 semaines. Et là, elle s'énerve, elle me dit « Ah, on dit pas une couche, on dit une protection. » Oui, alors couche ou protection, c'est pas là le problème, c'est que je sais pas du tout m'occuper de ma grand-mère. Ah, mais madame, quand on sait pas, on fait pas. Il fallait la laisser là où elle était. Et donc, la première protection que j'ai changée à ma grand-mère, et d'une, quand j'ai ouvert le sachet, je me suis dit, vu le prix payé, il n'y a même pas de notice. Et de 2, comme elle avait perdu 15 kilos, j'ai mis du scotch tout autour. Très mauvaise idée, elle a tout perdu dans la nuit, mais bon, on apprend de ses erreurs. Et le lendemain, il fallait absolument que je trouve un médecin traitant pour avoir accès au dossier médical de ma grand-mère. Le médecin arrive, il ne l'ausculte même pas, il la regarde et il me dit « Oh, ça sert à rien de s'attacher à cette vieille dame. Elle en a pour 1 semaine. Mieux vaut prendre son cercueil. » Devant ma grand-mère, qui était italienne, qui parlait le patois, mais qui avait très bien compris ce qu'il disait. Et quand il va pour lui prendre la tension, elle lui donne un grand coup dans la figure. Et là, il me regarde, il me dit « Oh, tension ou pas tension, de toute façon, ça ne changera rien. » Autant vous dire que je n'ai plus jamais rappelé ce médecin. Et d'ailleurs, il a disparu de la circulation. Et j'y suis pour rien, je préfère préciser. Hein. Et le lendemain, c'est l'infirmier qui est arrivé et de côté, tout gentiment, me dit « Ah, peut-être 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Mais elle est très frêle. Elle a beaucoup trop de médicaments, elle a un carcinome à la tête, alors vous savez. » Je lui dis « Mais c'est pas grave, si vous pouviez passer tous les jours pour m'expliquer un peu les médicaments qui sont obligatoires de ceux qui ne le sont pas, pour lui prendre sa tension, et surtout pour me rassurer, ça m'aiderait. » Et donc, effectivement, il va passer tous les jours pour m'expliquer, et c'est vraiment au bout de 6 mois, à lui enlever un peu tous ses médicaments, il lui en restait plus que 2 pour la tension, à lui faire reprendre du poids avec beaucoup de chocolat, à la faire remarcher grâce à son déambulateur, qu'un jour, quand je suis rentrée dans sa chambre et que je l'ai vu regarder le mur blanc d'un air complètement ailleurs, je me suis dit, mon Dieu, mais c'est ça la vieillesse ? Attendre bêtement, tout simplement parce qu'on m'avait dit 1 semaine, ça fait 6 mois que je m'en occupe, que je la lève, qu'on joue aux cartes, qu'on discute. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a rien d'autre. Et là, je lui propose de partir en camping-car, faire un tour du monde. Et ma grand-mère qui me regarde, elle me fait « Ma, c'est quoi un camping-car ?» Je me dis oui, effectivement, en 1917, ça n'existait pas. En région parisienne, elle n'a pas dû en voir souvent. Alors je lui explique que c'est une petite maison roulante, mais qui peut l'emmener où elle veut. Elle a toujours parlé d'aller sur la Côte d'Azur, alors c'est peut-être le moment d'y aller. On passerait par Lourdes, puisque ma grand-mère est très croyante, jusque dans son village natal en Italie. Mais je lui dis avant toute chose, il faut que j'en parle à maman, fille unique. Et là, ma grand-mère qui me regarde, elle me fait « Ma, je fais ce que je veux, c'est moi qui commande. S'il faut demander à maman, alors on y va. » Je dis oui, mais quand même. Et vous savez tous que quand on veut ça, on demande au moins ça. Alors je vais voir ma petite maman et je lui dis Maman, j'ai une super idée. Je veux emmener mémé faire le tour du monde dans mon vieux camping-car jusqu'au Sénégal. Là, ma mère, elle me regarde, elle me fait Quoi ? Tu veux mettre ma mère dans ton vieux camping-car de 200 000 km qui n'est même pas adapté ? Elle est incontinente avec son fauteuil roulant, mais tu y as réfléchi avant ? Je me tourne vers mon petit papa, je dis dis quelque chose, toi. Alors, l'idée n'est peut-être pas mauvaise. Bon, annoncé comme ça, c'est sûr, ça passera jamais. Mais ce qui serait mieux, c'est qu'on te suive avec notre fourgon aménagé. Et d'une, s'il y a un souci, on sera juste derrière. Et de 2, ça rassurera ta mère. Et donc, on va faire un test de 40 jours pour voir si ma grand-mère s'acclimate à son nouvel environnement. 40 jours, on doit aller à Lourdes, sur la Côte d'Azur et dans son village natal en Italie. Mais les voyages sont faits d'imprévus. On atteindra bien Lourdes, mais on n'ira ni sur la Côte d'Azur, ni dans son village natal en Italie, parce qu'un soir, il faut dire que ma grand-mère, quand elle a une idée en tête, elle ne l'a pas ailleurs. Et ce soir-là, elle ne voulait pas dormir et elle me le faisait savoir. Et dans mon vieux camping-car, j'avais un chauffage avec une petite flamme. Et quand elle se découvrait, elle balançait la couverture sur la flamme. Autant vous dire que je ne mettais pas le chauffage. Et donc là, elle se découvre, elle me fait « Ma Fiona, viens me couvrir, subito, j'ai froid. » Alors je descends de la capucine, je vais la couvrir et je dis « Arrête de te découvrir, comme ça t'auras pas froid. »« Moi j'ai pas sommeil. »« Mais il est 22h, il faut faire dodo. »« Comment on fait dodo ? » Je sais pas moi. Tu fermes les yeux,
tu fermes la bouche. Si ça marche pas pour toi, ça marchera pour moi. Mais bon, quand elle a une idée en tête, elle n'a pas ailleurs. Alors elle se découvre, je la recouvre, elle se découvre, je la recouvre. Et au bout de la 5e fois, je passe la couverture bien en dessous du matelas pour qu'elle soit bien au chaud, comme dans un duvet. Et je pars me coucher. 2h du matin, j'entends un grand badaboum. Ma grand-mère est tombée la tête la première. Je saute de la capucine, je soulève Mémé, je glisse dans son sang et je me mets à hurler « Oh, j'ai tué Mémé, j'ai tué Mémé !» Mes parents, alertés par le bruit, arrivent et je dis à mon petit papa « Appelle vite le SAMU !» D'un ton calme, il explique la situation. La belle-mère dans le camping-car au lac Salagou s'est cassé le nez, 101 ans. « Ah, 101 ans ? Bah alors on va pas se déplacer. » J'ai dit « Appelle les pompiers !» Il appelle les pompiers et les pompiers lui disent « Ah oui, mais si le SAMU nous donne pas l'ordre de nous déplacer, on ne peut pas se déplacer. Mais on va prévenir les urgences de Montpellier de votre arrivée. » Alors je conduis ma grand-mère dans un stress immense jusqu'aux urgences. Et à l'arrivée, le vigile ne veut pas ouvrir sa barrière. Parce qu'il n'a pas l'autorisation. C'est soit le SAMU, soit les pompiers, mais pas un vieux camping-car hippie. Alors je m'énerve, j'enrage et au bout d'un quart d'heure, il se décide. Et l'apothéose, ça a été la chirurgienne qui a recousu ma grand-mère. 8 points de suture tout de même. Et qui a dit « C'est qui le responsable ici ?» Alors mon petit papa a levé la main. « C'est moi !» Vous allez perdre votre sourire, car je vais porter plainte contre vous pour mise en danger de la vie d'autrui. Car ce n'était pas à vous à transporter la grand-mère. C'était soit le SAMU, soit les pompiers. Mon petit papa s'éclate de rire. Elle lui dit « Vous trouvez ça drôle ?» Ben, en sachant qu'on a téléphoné au SAMU et aux pompiers et que personne n'a voulu se déplacer, mais qui vous ont prévenu de notre arrivée, oui, je trouve ça drôle. Maintenant, vous allez vérifier et vous reviendrez faire vos excuses. Elle part vérifier, elle revient, mon petit papa attend. Elle lui dit « Vous attendez quoi là ? Ben, vos excuses ? Bon, il n'aura pas ses excuses, mais ma grand-mère me dira « Ma, tu me laisses pas là, hein ? Tu me laisses pas là, hein ?» Non, mais la prochaine fois, il faudra faire de dos. Et donc, quand on rentre au bout des 40 jours de test où tout est parti de travers, je me dis plus jamais Mémé va vouloir voyager. Le lendemain matin au réveil, elle me fait « Ma, ça y est, je suis reposée, c'est quand qu'on repart ?» Et là, on est reparti de janvier 2019 jusqu'à fin juin 2020. On a fait toute l'Espagne sur la côte méditerranéenne. On a mis en déroute des voleurs de fauteuils roulants. On s'est fait attaquer au citron volant. Elle a assisté à sa première semaine sainte. Elle a chanté avec des artistes de rue. Elle a assisté à son premier concert à ses 102 ans à Tudela, dans le désert des Bardenas. On a fait le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle s'est prélassée dans des sources d'eau chaude à Ourense. On est allé jusqu'au Portugal. On s'est retrouvés confinés dans un camp de réfugiés pandémique en Espagne, mais plus je lui en montrais, plus elle s'émerveillait et plus elle revivait. C'est comme un jour, on était en Espagne sur une plage en train de faire un peu du camping sauvage et je venais de laver ma grand-mère. Alors pour la laver dans mon vieux camping-car qui n'était pas du tout adapté, j'avais installé une petite piscine, siège pliant, bec verseur, shampoing, après-shampoing. Et quoi de mieux une fois qu'on a les cheveux mouillés que d'aller faire un petit tour au soleil pour les sécher. Alors je propose à Mémé et ma grand-mère avait tendance à me dire « Ma, tu sais Fiona, avec l'âge, j'y vois pas très bien. » Je commence à la pousser avec mes parents juste à côté et d'un coup elle me fait « Ma, celui-là il a pas de vergogne. » Je lui dis « Qui Mémé ? » « Lui là-bas au fond. » Et l'homme se promenait tout nu. Elle disait qu'elle y voyait pas très bien, mais ça a été la première à le voir. Quand je l'ai récupérée, elle était donc en fauteuil roulant. Elle ne marchait plus, assommée par les médicaments ou très énervée car certains médicaments lui donnaient des hallucinations. Et là, c'est quand nous sommes partis en camping-car. Alors, quand je vous parle de la Capucine, c'est là où moi je dormais, dans ce petit endroit. Et ma grand-mère dormait dans le coin dinette que je changeais en lit, que je remettais en dinette, etc. Et là, on est au Port Baccarès, au Lydia, le fameux paquebot qui s'est échoué il y a plusieurs décennies et qui a été transformé en casino, restaurant, boîte de nuit. Je n'ai pas amené ma grand-mère en boîte de nuit, je précise. Alors, quand je conduisais avec le camping-car, mes parents nous suivaient avec leur fourgon aménagé et ma grand-mère était installée à l'arrière du camping-car avec une ceinture ventrale. Et là, j'étais en train de conduire et je ne me rappelais plus s'il fallait que j'aille à gauche ou à droite. Donc, je dis à mes parents, on va s'arrêter sur le bas-côté et on va regarder la carte routière. Je dis à ma grand-mère, tu bouges pas, hein ? Maintenant. Je descends, je commence à discuter avec mes parents et d'un coup, mon petit papa me dit, retourne-toi. Mémé était installée côté conducteur. C'est aujourd'hui ma première leçon de conduite ? 101 ans.
Est-ce que vous voyez bien son visage? C'est quand elle s'est cassé le nez. Les 8 points de suture sur l'arête nasale et les hématomes tout autour. Et malgré ça, elle gardait le sourire car on continuait à voyager. Et là, on est à Vallon-Pont d'Arc. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais ma petite maman s'appelle Fosca. D'après ma grand-mère, c'est un prénom italien. Et là, nous sommes en Espagne, sur la plage de la Fosca. Alors, j'ai demandé à Mémé. Je lui ai dit, t'es sûre pour ton prénom italien? Non, parce qu'en Espagne, il y a la plage de la Fosca, la forêt de la Fosca, la montagne de la Fosca. Alors, est-ce que par hasard, t'aurais pas eu un petit copain espagnol? Elle n'a pas voulu répondre à la question. Est-ce que vous voyez dans quelle position est le camping-car? Légèrement penché. Il fallait que je change les 2 pneus arrière du camping-car et on est toujours en Espagne. Je vais voir le garagiste et je lui demande s'il a les bons pneus et combien de temps ça prend. Il me dit, oh, en 1/4 d'heure, c'est fait. Vous êtes sûr, hein, parce que ma grand-mère sera assise au niveau de la fenêtre et je voudrais pas que ça dure trop longtemps. Hein. On a les bons pneus, en 1/4 d'heure, c'est fait. Vous arrivez à 18h, à 18h15, vous en êtes reparti. Bon, on arrive à 18h, je m'installe avec ma grand-mère, je lui tiens la main, je lui dis, t'inquiète pas mémé, hein, ça va bouger un peu, mais en 1/4 d'heure, c'est fait. Le gars arrive, il commence à installer son cric, il donne des petits coups de cric, ma grand-mère, ouiamé, ouiamé, ouiamé. T'inquiète pas, mémé. En 1/4 d'heure, c'est fait. Au bout d'une demi-heure, comme j'entendais pas de bruit, je sors ma tête par la fenêtre et je fais « Y a quelqu'un ? Y a quelqu'un ?» Pas de réponse. Je téléphone à mes parents, je tombe sur mon petit papa qui me dit « Tu vas rire ?» Non, je crois pas, mais dis toujours. Ils ont pas les bons pneus. Ils sont partis les acheter à 50 km. On est ressorti de là à 21h. Alors ça, ce sont des fêtes espagnoles où la femme s'habille comme ça pour trouver un mari. Et comme ma grand-mère, c'était une idée fixe chez elle, elle m'a dit « Ma Fiona, achète la robe !» Je n'ai pas acheté la robe. Alors cette photo est très importante pour moi car ma grand-mère est debout, elle marche et il n'y a pas de déambulateur. Alors, quand je vous parle du fourgon aménagé de mes parents, c'est celui-ci, c'était aménagé par mes soins, j'avais balancé un matelas. Et là, vous voyez le camping-car, et c'est sur la fameuse plage espagnole que ma grand-mère a croisé l'homme tout nu. Je n'ai pas la photo de l'homme tout nu, je précise. Là, c'est pour vous montrer que malgré le fauteuil roulant, on a emmené ma grand-mère au plus près des paysages, donc même si les chemins n'étaient pas franchement adaptés. Hein. Voici José et Sacha, ce sont des artistes de rue. Nous sommes à Almeria et ma grand-mère a déjà 102 ans. Et donc, je vais emmener ma grand-mère, on est sur ce parking à 2 km d'Almeria. Je vais emmener ma grand-mère visiter Almeria, donc je la pousse avec son fauteuil, avec mes parents juste à côté. On va dans le centre-ville et on croise José et Sacha qui sont en train de jouer de la guitare pour avoir un peu d'argent. On commence à discuter et José me dit « Mais elle a quel âge ?» Je dis « 102 ans, on est sur le parking là-bas avec le camping-car. » 102 ans et elle est encore en camping-car ? Oui, c'est possible. Et mon petit papa lui dit oui. Et puis en plus, elle a une voix en or. Parce qu'en Italie, elle travaillait dans les rizières et pour donner du courage aux autres mondines, elle chantait et elle avait une voix en or. Alors José, il lui dit à ma grand-mère « Mais alors, chanter ? Sont pas prêtes !» Alors tout le monde insiste, elle se met à chanter et au bout d'un quart d'heure, je dis « Bon, ça suffit, ça va la fatiguer, on va arrêter là. » Et José, il arrive, il me dit « Hey, j'ai fait 50 €, tu veux qu'on partage ?» Je dis « Non, garde ton argent, il n'y a pas de souci, ma grand-mère est contente comme ça. » Et je la repousse jusqu'au camping-car. Pendant les 2 kilomètres, elle continue à chanter. Je l'installe dans son lit. Elle continue à chanter. Et toute la nuit, elle a chanté. Alors là, nous sommes sur les pistes des mines d'or de Rodal Killer, dans le Cabo de Gata. Et quand j'ai parlé à ma grand-mère qui avait des mines d'or, elle m'a dit « Ma Fiona, va me chercher de l'or !» Parce que comme elle a été très très pauvre aussi en Italie, elle a dû faire la charité. Du coup, l'or, pour elle, elle en voulait. Alors je dis, je suis pas sûre, hein, parce que les mines d'or sont abandonnées, donc d'après moi, il n'y aura pas d'or.
Moi, je veux venir, moi aussi. Bon, d'accord. Alors, j'ai installé dans son fauteuil roulant avec une petite lampe frontale, comme tous bons explorateurs. Et vous ne le voyez pas très bien, mais là-bas, au fond, il y a un énorme trou pour pouvoir aller dans les entrailles de la Terre. Donc, je l'ai poussé avec mes parents à côté et tout. Et on rentre dans les entrailles. Et au bout de 200 mètres, je m'arrête. Et ma grand-mère elle me fait « Ma, pourquoi tu t'arrêtes ?» Mémé, il y a un énorme trou par terre de 20 mètres de profondeur. On ne peut plus avancer. « Moi, si, toi, tu passes. Tu rentres le ventre, tu serres les fesses contre la paroi, tu passes. Va me chercher de l'or. » Bon, je rentre le ventre, je serre les fesses, je passe contre la paroi, j'arrive de l'autre côté et je dis à mon petit papa, attention, il y a mémé qui veut me suivre. Il la rattrape. Je lui dis, tu bouges pas. Moi, je veux de l'or, moi. J'avance un peu, je vois une pierre qui brille. Bon, c'était pas de l'or, hein, je vous précise. Je lui ramène, mais ça a été son trésor. Au col de l'Aragua, à 2000 mètres d'altitude, on a fait une bataille de neige. Ma grand-mère a adoré, surtout qu'on a pris mon petit papa comme cible. Le seul défaut qu'elle ait trouvé, c'est que la neige, c'est froid. À Guadix, elle a assisté à sa première semaine sainte avec les processions, etc. Alors ça, c'est pour vous montrer qu'en camping-car, on ne passe pas toujours par les bons endroits. Et ma petite maman, qui était dans le fourgon derrière et qui a pris cette jolie photo, a raté la photo juste avant. Parce que juste avant, à la place de la voiture rouge, c'était un autocar. C'est passé à quelques millimètres près. On a tous fermé les yeux. Voici les autochtones de Las Maradas. Le désert des Bardenas avec sa célèbre cheminée de fée. Et là, nous sommes à Roncevaux, dans les Pyrénées côté espagnol. Et c'est là que ma grand-mère va décider de faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Est-ce que vous avez déjà fait le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle? Oui. Oui. Il y en a d'autres? Oui. Vous savez donc ce que c'est que ceci? Le ou la crédential. J'ai jamais su si c'était masculin ou féminin. Donc, ce crédential, c'est fait pour tamponner au fur et à mesure du chemin, dans des auberges ou dans des églises. Nous, c'était dans des églises qu'on le faisait tamponner, pour arriver à Saint-Jacques-de-Compostelle, prouver qu'on a bien fait le chemin et avoir la fameuse Compostella. C'est un papier comme quoi il prouve que vous avez bien fait le chemin. Et donc, pour avoir le crédential, je vais dans cette petite boutique avec ma grand-mère et ma petite maman. Et la dame me dit, je vais remplir un formulaire. Alors, c'est pour qui? Je dis, pour ma grand-mère, 102 ans. Donc, elle note 102 ans. Puis tout d'un coup, elle me fait, j'ai 3 cases. Comment elle va le faire? À pied? À cheval? Ou en vélo? Je dis, mais non, il faut une 4e case. Ma grand-mère, c'est en fauteuil roulant qu'elle va le faire. Mais j'ai pas la 4e case. Mais le fauteuil roulant, ça a des roues. Alors je coche à vélo. Et donc on va mettre 4 mois pour faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ma grand-mère aura le crédential autour du cou assez fièrement pour le faire tamponner au fur et à mesure. Sur des chemins qui ne sont pas toujours adaptés, encore une fois, au fauteuil roulant. Donc il va falloir tirer, pousser, suer. Et quand ça ne va pas assez vite au goût de ma grand-mère, elle me fait « Ma Fiona, tu fais quoi? Tu t'es endormie ou quoi? Pousse un peu !» Là, c'est pour vous montrer que les endroits adaptés pour les fauteuils roulants ne sont pas toujours intelligemment adaptés. Et donc, au bout de 4 mois à tirer, pousser, suer, avoir de super paysages et à faire de très belles rencontres aussi, on arrive à 100 km de Saint-Jacques-de-Compostelle et il se met à faire un temps horrible. La grêle, le vent, le froid. Impossible de sortir ma grand-mère et donc de lui tamponner son crédential. Alors je lui dis, oh, c'est pas grave, mais les 100 derniers kilomètres, on les fait d'un coup.
On arrive à Saint-Jacques-de-Compostelle, on fait la queue comme tout le monde. Au bout de 2 heures, c'est à notre tour. Je pousse mémé fièrement jusqu'au guichet numéro 3. J'arrive au guichetier, je lui donne le crédential, il ne lève même pas la tête. Il prend le crédential, il le regarde, il rebalance et il me dit « Il manque les 2 derniers tampons ». Alors je lui explique que ça fait 4 mois que je tire, que je pousse, que je sue. Il manque les 2 derniers tampons. Alors j'essaye dans toutes les langues que je connais. Et au bout d'un moment, j'ai dit « Mais elle a 102 ans. » Et alors? Elle le fera l'année prochaine? Alors ma grand-mère se met à pleurer. Et je dis « Mémé, c'est pas grave. Tu sais que tu l'as fait. Je sais que tu l'as fait. Dieu sait que tu l'as fait. Si lui, il n'a pas envie de le savoir, ça te dirait pas d'aller au Portugal ?» Et ma grand-mère me regarde avec des grands yeux ronds et me fait « Au Portugal? On peut aller jusqu'au Portugal ?» Et comme dirait mon petit papa, si elle n'a pas eu sa Compostela, c'est à cause de ce con posté là. Est-ce que vous savez quel est cet instrument de musique? Nous sommes au Portugal. Il n'y a pas de portugais en fait. Oui, le monsieur au fond. C'est ça, c'est une concertina. Alors moi, quand je lui ai dit « Oh, il est beau votre accordéon », il m'a dit « C'est pas un accordéon, c'est une concertina ». Je dis « Ah, d'accord. Et c'est quoi la différence ?» Mais il y a une énorme différence. Apparemment, ça serait dans les touches et dans la déco. Et là, on est à la fête de la châtaigne avec plusieurs concertinas, des musiciens, une danseuse et surtout des jeunes filles qui passent avec des paniers remplis de châtaignes grillées. Et mémé me fait « Ma Fiona, ça coûte combien? 10 francs ?» Je dis « Non, mémé, c'est gratuit. »« Mais alors, tu prends tout ?» Ce toutou n'est pas à moi. Hein. Il est venu sur la photo pour avoir son instant de gloire. Hein. Et ma petite maman a fondu. Elle m'a dit « Oh, il est trop beau. On peut le prendre ?» Dans le camping-car, avec mémé. C'est soit le chien, soit mémé. On a gardé ma grand-mère. Alors, si vous voyez beaucoup d'édifices religieux, c'est que ma grand-mère était très croyante et on l'a emmenée chaque fois au plus près. Hein. Alors là, ce sont des soldats qui ne veulent pas traverser la rivière qui se trouve à leurs pieds parce qu'ils ont peur que ce soit la rivière de l'oubli et que s'ils la traversent, ils oublient tout jusqu'à leur prénom. Mon petit papa, pour faire la photo et avoir assez de recul, a mis les pieds dans l'eau. Mais comme dans toute histoire, il y a le héros qui s'appelle Brutus et qui leur dit « Laissez-moi passer. Je vais vous démontrer que ce n'est pas la rivière de l'oubli. » Il traverse la rivière et arrivé de l'autre côté, il se met à hurler chaque prénom de chaque soldat pour leur démontrer qu'il n'a rien oublié. Et c'était où déjà, papa? Mais arrête de poser la question à chaque fois, tu sais que j'ai mis les pieds dans l'eau. J'ai oublié. Ça, c'est la cavalcade des rois, vu que ce sont les rois mages en Espagne qui apportent les cadeaux aux enfants qui ont été sages. Et là, nous sommes le 8 mars 2020 et ma grand-mère fête ses 103 ans. Le 8 mars, c'est aussi la journée des droits de la femme et on est à Muro d'Alcoy, en Espagne, et il y a une grande fête féminine. On fait la fête, on chante, on danse. On entend bien une histoire de virus en Chine, en Italie. Mais alors en Espagne, on est loin d'imaginer ce qui va nous arriver. Et donc là, j'emmène ma grand-mère pour lui acheter ses bougies. Au départ, je voulais lui en prendre 103, puis je me suis dit, moi-même, j'aurais pas assez de souffle. Et quand je lui donne son gâteau, un tiramisu, elle me fait « Ma, ça va faire trop quand même. Hein » Et à la dernière bouchée, « Ma, maintenant, il va falloir que je fasse un régime. » À 103 ans. Et là, nous sommes le 15 mars 2020.
et on se retrouve confinés dans un camp de réfugiés pandémiques avec des Anglais, Allemands, Belges, Taïwanais à ne pas avoir le droit de dépasser les barrières. On était censé être de l'autre côté des barrières. Et là, on était deux hors la loi parce qu'on était de l'autre côté. Et il y avait un militaire qui dormait sur place pour vérifier qu'on ne quitte pas le camp. Et ça devait durer 15 jours. Donc les 15 premiers jours ont été longs, jusqu'à ce qu'un journaliste débarque et en fasse sa première page pour parler d'autre chose que du coronavirus, mais de la grand-mère vadrouilleuse qui balade à 103 ans. Et le lendemain, c'est la télé qui arrive et qui me fait elle est où la grand-mère de 103 ans ? Alors je leur dis c'est ma grand-mère. Mais on veut la voir. Ah bah oui, mais là il est 19h, elle est au lit. On est la télé. Bah oui, mais vous auriez pu téléphoner pour prévenir, parce que là, elle est au lit. On est la télé. Ah oui, excusez-moi, j'avais pas compris. C'est ma mémé. Si elle veut pas se lever, je ne la lèverai pas. Je pars voir ma grand-mère et je lui dis mémé, il y a la télé qui est venue exprès pour toi. Et là, ma grand-mère qui me regarde, elle me fait qu'est-ce que je vais mettre ? Et elle a répondu à sa première interview en espagnol. Alors, ce qui l'a un peu effrayé, c'était la perche démesurée parce qu'il fallait garder les distances de sécurité. Et les gants, puisqu'en Espagne, il fallait porter des gants contre le coronavirus. Et au lieu de durer 15 petits jours, ça a duré 2 longs mois. On a eu le temps de prendre la nature en photo. Alors là, c'est un vol de palombes et c'est pas moi qui leur ai coloré les ailes, je précise. En fait, en Espagne, ils font des courses de palombes et pour les différencier, ils leur peignent les ailes. Et ce qui fait que quand elles s'envolent, ça fait un super arc-en-ciel. C'est joli, hein ? Je vous ai dit qu'on ne pouvait pas sortir du camp pour se ravitailler. Il a bien fallu se nourrir. Mais bon, on n'est pas sauvages, on les nourrissait d'abord avant de se nourrir. Hein. Personne ne me croit. Hein. Non, il n'y a que mon petit papa qui avait le droit de sortir 1 fois par semaine pour aller faire les courses. Et je ne sais pas si vous êtes déjà allé faire des courses pour vos voisins ou des amis. C'est pas simple de prendre ce qu'ils veulent exactement. Alors imaginez maintenant que vous deviez le faire pour des Anglais, des Allemands ou des Taïwanais. Et là, l'Allemand avait demandé à mon petit papa quelque chose de rouge avec une queue verte. Alors, il avait compris des fraises. Et l'Allemand voulait des radis. Vous voyez qu'on a eu le temps de prendre la nature en photo. On avait même des animaux sauvages. Et on ne l'a pas mangé non plus. Et au bout de 2 mois à attendre la fin du confinement qui n'en finissait jamais, on réussit à passer la frontière pour rentrer à la Faute-sur-Mer, Faute en Vendée. Et ma grand-mère s'est mise en tête de faire tous les pays en IE, européens, comme l'Italie, jusqu'en Roumanie, Russie. Alors je demande à un médecin, je lui dis « Vous êtes sûr, c'est bon et tout ?» Il fait les analyses, il me dit « Oui, elle est en pleine forme, il n'y a pas de souci. » Donc on repart pour la Roumanie-Russie et au bout de 2 jours, on faisait du 20 km/h en camping-car pour pas trop la fatiguer. Un matin, je la lève et elle a plus du tout de force. Alors là, je panique, j'appelle le SAMU, je fais « Allô, venez vite, au secours !» Je raccroche, ils arrivent et avec toute la délicatesse du monde, ils essayent de m'expliquer ce que je n'ai pas envie d'entendre. Parce qu'on me l'a déjà dit 3 ans auparavant et pour moi, ma grand-mère, c'est une battante. Ils la mettent sous respirateur, ils l'amènent aux urgences et aux urgences, on m'explique que comme on est en pleine pandémie, on n'a pas le droit de rester trop longtemps. Alors je dis à Mémé, tu te reposes bien, je suis juste à côté, t'inquiète pas, je dors sur le parking, je suis là. Et le lendemain, quand je reviens, elle est toute sourire. Elle me fait bisous, 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 bisous. Tu me laisses pas là, hein. Tu me laisses pas là, hein. Non, mais tu te reposes bien parce que tu m'as fait une grosse frayeur. Et t'inquiète pas, on ira faire les pays en IE jusqu'en Roumanie et Russie. Sauf que le dimanche, quand je reviens, elle est sous respirateur. Elle a du mal à ouvrir les yeux. Et là, je comprends ce que j'avais pas envie de comprendre. Alors, je me mets à genoux et à son oreille, je lui dis « Mémé, si t'es fatiguée, si tu veux aller embêter Dieu, il n'y a pas de souci. Tu m'as énormément appris, on s'est beaucoup amusé, mais ce voyage... c'est toi qui vas le faire toute seule et je te rejoindrai, mais dans très, 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 très longtemps. Et elle est partie dans son sommeil avec un super sourire et un air épanoui. Alors moi, je me dis que c'est parce que je lui ai dit ça qu'elle est partie comme ça. Et mon petit papa me dit, mais non,
C'est parce qu'elle repensait à l'homme tout nu. Alors, je lui avais fait 3 promesses. Une, d'écrire l'histoire, ce petit livre, parce qu'un jour, avec ma petite maman, qui est une fan de lecture, on était devant une librairie et ma grand-mère lui fait « Ma Fosca, tu dépenses l'argent vraiment n'importe comment. Les livres, ça sert à rien. » T'es sérieuse, là, mémé? Les livres, c'est super important. Ça permet l'ouverture d'esprit, les voyages, l'imaginaire. Non, à part se chauffer l'hiver, sinon ça sert à rien. Mais t'imagines, si j'écris ce qu'on est en train de vivre, comme ça peut peut-être passionner des gens. Ma, ça parle de moi? Bah oui, ça parle de toi. Ma, ça c'est important, ça il faut l'écrire, tu me le promets. Première promesse. Deuxième promesse, c'était d'aller dans son village natal en Italie, puisqu'on n'a pas pu y aller ensemble. On y allait avec mes parents et au bout de 5 jours d'investigation, on a fini par retrouver 3 de ses anciennes copines, Philomena, 100 ans, Mariana, 98 ans, et Louisa, 95 ans, la plus jeune, qui ont joué ensemble, qui ont fait des bêtises aussi, qui ont travaillé dans les rizières ensemble. Et Philomena me dit oui, avec ta grand-mère, on était 30 enfants, on jouait dans les rues à cache-cache. Bon, c'était l'époque où il n'y avait pas les voitures. Hein. Et Mariana, qui la reprend, elle lui dit non, non, pas du tout, tu te trompes. On était 28 enfants. Très important. Là, c'est la maison dans laquelle ma grand-mère est née en 1917. Et c'est là aussi où on va m'apprendre que je suis la descendante directe des frères Cavana, pirates en 1100. Tout s'explique. Boccolo-Noce, c'est le hameau dans lequel ma grand-mère a grandi. Et quand la journaliste de La Libertà a voulu écrire un article sur notre aventure en camping-car, comme j'avais retrouvé 3 de ses anciennes copines, je lui ai dit je veux absolument que ce soit elle en première page. Elle me dit oh non, c'est l'histoire de votre grand-mère, ça doit être votre grand-mère en première page. Je dis non, ma grand-mère de là où elle est, elle voudrait aussi que ce soit ses 3 copines en première page. Et le lendemain matin, quand je leur amène le journal à 9h du matin, elles avaient déjà envoyé tout le monde l'acheter, et Philomena, celle de 100 ans, me dit oh, il a fallu que j'attende 100 ans. Mais j'y suis passée en première page. Alors ça, c'est une géode de quartz. Et là, on est en train de faire un tour de France pour alerter sur l'isolement de nos aînés, changer le regard des gens sur le monde de la vieillesse, expliquer qu'on peut croquer la vie jusqu'au bout, et on essaye de toucher tout public. Et là, j'étais dans un collège dans le nord de la France, avec ces jeunes collégiens. Je leur ai raconté l'histoire de ma grand-mère, de son incontinence, de notre voyage, et puis à un moment donné, je me suis dit, je les ai perdus là. Vous savez ce que ça veut dire un continent quand même? Bah oui, madame. Il y a l'Europe, il y a l'Afrique, il y a l'Asie. Alors ça, c'est un député dans le nord de la France, une congrégation portugaise, un amphithéâtre, des jeunes du CAGE, Perpignan, Agde, dans le truc. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Non, pas de questions. Alors, juste pour rebondir sur ce que mon petit papa a dit au départ, effectivement, il n'était pas le seul à ne pas être content que ma grand-mère arrive, parce que quand je suis allée chercher ma grand-mère, j'étais avec quelqu'un. C'était un peu plus qu'un petit ami, vu qu'on parlait mariage et enfant. Et ce quelqu'un, je lui ai dit, je vais chercher ma grand-mère, est-ce que ça te dérange ? Je ne lui demandais pas son autorisation, parce qu'on est indépendante, mais son avis. Et il me dit, la famille, ma chérie, il n'y a rien de mieux. Je lui dis, t'es sûre, hein, parce que comme je vais m'en occuper H24, du coup, on va un peu moins se voir. Mais mon amour, la famille, il n'y a rien de mieux. Donc, je vais chercher ma grand-mère et au bout de 2 petits mois, j'ai droit à un dîner aux chandelles. Tout ce qu'il y a de plus romantique. Mon amour, ma chérie, ma tendresse, ma seule raison de vivre. Tu sais, il existe des endroits adaptés pour ce genre de personnes. Je lui dis, sérieux là ? Non, parce que je le sais. Mais moi, quand je prends quelqu'un, je vais jusqu'au bout. Et je lui ai dit que la porte était ouverte et il a pris la porte, je n'ai pas compris pourquoi.
Et ça, c'était il y a 4 ans. Et je ne sais pas si je vous ai dit, mais c'est mon petit papa qui s'occupe de la communication, qui répond au téléphone, Facebook, etc., depuis qu'on a commencé notre Tour de France. Et dernièrement, je suis passée sur TF1 dans le portrait de la semaine. Et à la fin de l'émission, le téléphone a sonné. Mon petit papa a décroché, il n'a pas eu le temps de parler. Mon amour, ma chérie, ma tendresse. Ah non, c'est beau papa, là. On appelle ça l'amour. Dans quelle région situez-vous votre grand-mère? Dans quelle région de l'Espagne? On est allé avec ma grand-mère dans quelle région de l'Espagne? On a fait toute l'Espagne côté Méditerranée. Jusqu'à Almeria, on est rentré par le centre de l'Espagne, on a fait Guadix, Culera, etc., jusqu'au désert des Bardenas. Après, on a fait la côte basque jusqu'au Portugal. Et après, on a fait... Ils ne sont pas tous comme ça. Ils sont un peu, plutôt dans le sud, mais dans le nord, les grand-mères sont plutôt calmes. Mais ma grand-mère était italienne d'origine. Dans le nord de l'Italie, en Émilie-Romagne. Entre Piacenza et Genova. C'est ça? De rien. Donc moi j'ai retenu au début qu'avec Mémé, c'était quand même un peu difficile les rapports familiaux. Alors on a l'impression qu'il s'est passé une magie pour que vous ayez cette idée, vous la partagiez avec vos parents et puis que tous les 4 vous partiez. Je ne sais pas si moi j'aurais pu faire ça en n'étant pas en très très bon accord avec un membre de la famille. Alors si vous permettez, c'est moi qui vais répondre. Je vais déjà vous montrer quelque chose qui va peut-être mieux vous expliquer qui vous avez en face de vous. Donc on était dans un pays africain et on a un peu d'anthropologie dans l'âme et on aime voir ce qui se passe. Donc il y a un monsieur qui m'avait proposé d'aller faire une descente dans les rues de Meknès et de voir ce qui se passait avec des gendarmes. Et ma fille voulait venir avec nous. Et c'était impossible parce que c'était une femme, donc elle ne pouvait pas aller voir ce qui se passait. Et 15 jours plus tard, le gouverneur revient et me dit « Il faut absolument que tu viennes, c'est encore mieux cette fois-ci. Donc il faut absolument que tu viennes. » Vous vous demandez où je veux en venir, vous allez voir. Donc, du coup, elle veut absolument, elle aussi, venir. Et je dis non, c'est pas possible. Tu es une femme, tu sais bien que tu n'as pas le droit, donc c'est pas possible. J'en ai marre d'être une femme. Le soir, le gouverneur, il vient me voir. Et au lieu de me regarder moi directement, il regarde ce qui se passe derrière. Est-ce que vous la reconnaissez? Donc elle s'est rasé le crâne pour une soirée dans sa vie parce qu'il fallait faire quelque chose. Alors quand vous lui demandez ses états d'âme par rapport à ça ou ça ou ça, elle est préparée dans sa tête psychologiquement. Depuis très longtemps, on a fait des écoles en Afrique, on a fait des puits, on a fait en Asie aussi, on a fait des choses. On ne se pose pas la question, on arrive sur place, il faut le faire, on le fait. Donc la belle-mère, quand elle a décidé de l'apprendre, elle ne s'est pas posé la question. Elle a posé à son copain, il a eu la réponse, et elle a continué. En fait, dans la vie, on a toujours des problèmes à avoir et à résoudre. Il y a des gens qui fuient, il y a des gens qui se battent. Elle fait plutôt partie des battants que des perdants. Mais bon, ça c'est à vous de le juger, c'est pas à nous de le dire. Est-ce que vous avez pris contact après avec les médecins qui vous ont dit que votre grand-mère en avait que pour une semaine ou... Non, voilà. Est-ce qu'ils ont su qu'elle a été jusqu'à 103 ans? Quand vous demandez comment ça s'est passé, un jour où on était passé par Lourdes, alors je sais, il y en a qui vont dire c'est possible, mais en attendant, c'est réel. On était passé par Lourdes et jusqu'à là, mon surnom c'était C&D à la fin. Et là, elle est en train de crier dans le camping-car, je me demande ce qui se passe, j'arrive et j'ouvre la porte, elle regarde, elle fait « Ah, il est là le brave homme !» Alors là, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire... Oui, bon, ça va. Et donc, mis à part la rigolade, j'ai été suffoqué. Et j'ai même voulu la prendre pour l'amener à l'hôpital, mais elles m'ont expliqué « Non, non, elle va bien !» Parce qu'en fait, pour moi, j'étais convaincu qu'elle avait un problème. Et après, elle a été gentille tout le long, parce que ça lui avait changé sa vie. Quand vous avez vu le camping-car de travers, le lendemain, je lui ai dit bon, j'ai compris, c'est un peu dur pour vous, il faut qu'on rentre. Ah, tu t'en vas? Et en fait, pour elle, c'était parti, et elle ne voulait pas revenir. Et chaque fois qu'on est rentré à la maison, au bout de 6 mois, donc du 1er janvier 2019, le 25 juin
2019, on est rentré théoriquement 10 jours à la maison. On n'est resté que 3 jours parce qu'elle refusait de descendre du camping-car. Et elle disait, on y va, on y va, on y va. Bon. En janvier 2020, quand on est revenu, elle a fait pareil. Et à chaque fois, elle voulait repartir tout de suite. Elle voulait continuer à vivre sa nouvelle vie, tout simplement. Parce qu'en fait, ce qu'on est en train d'expliquer dans notre Tour de France, c'est qu'il faut arrêter de surprotéger les personnes âgées. Alors des détails, des fois, des choses importantes d'autres fois. Quand le médecin, la seule reproche que moi j'ai à y faire, c'est quand elle est partie avec ma femme, parce que moi, vous avez compris, je ne suis pas monté à chercher. Donc, quand elles sont arrivées dans la voiture, le médecin est descendu en courant et il a dit, attention, si elle meurt à l'hôpital, c'est notre problème. Si elle meurt dans votre voiture, c'est vous les responsables. Donc ça, on pense que c'est un peu la surprotection, parce que, vu qu'ils avaient dit 1 semaine, si elle préfère mourir avec sa famille, on pense que c'est son choix, elle, le plus important. Mais bon, ça, c'est un débat aussi. Et là, le médecin, oui, très important, quand elle parle à la faute, celui qui lui a dit « elle va bientôt mourir », etc. Juste un petit détail comme ça. Il est venu à la Faute-sur-Mer, qui maintenant s'appelle l'Aiguillon-la-Presqu'île, mais il est venu avec des aides d'État et de la commune. Et 6 mois ou 7 mois après, il est parti avec les dossiers médicaux et il les a revendus par téléphone aux patients, alors que c'est strictement interdit, et il a été recherché par la police. Donc on n'a pas eu de chance, c'est tout. Et on n'attaque absolument pas le corps médical. On n'attaque personne. Depuis qu'on est parti, on a fait à peu près 160, 170 EHPAD, maisons de retraite, maisonnées, parce que chacun a un petit peu son nom, EHPAD aussi. Et on s'est aperçu qu'il y en avait des très bons. Et pour vous dire, nous, on n'a fait que des bons. Donc on nous a dit, oui, mais c'est parce que vous avez visité que les bons. Bah, c'est la preuve qu'il y en a. Puis je vais vous dire, ma femme ne voulait pas venir à Marseille parce que Eh ben non, on n'a rien eu. On est toujours en vie pour l'instant. Non, mais c'est une rigolade, mais c'est une vérité. Il faut arrêter, encore une fois, de croire tout ce qu'on nous dit et de mettre pour content. Alors, c'est vrai que, bon, on est toujours en vie, peut-être que d'ici ce soir, bon, j'en sais rien. Mais demain matin, on va partir tôt. Donc, mais non, mais chacun a des idées. Donc, vous, par exemple, si on va en Bretagne, je vous amène, elles ont toutes leurs petits chapeaux, etc. Eh ben non, c'est pas vrai, c'est fini. Alors, il y a des fêtes folkloriques, comme chez vous. Chez vous, c'est avec la mitraillette. Là-bas, c'est avec un chapeau. Bon, c'est tout. Donc, non, mais depuis qu'on fait notre Tour de France, on s'aperçoit que c'est fou ce que chaque endroit dit, oui, mais nous, on n'est pas pareil. Quand on va à Brest, ils disent, on a le quart d'heure brestois. Quand on est à Marseille, vous avez le quart d'heure marseillais. Quand on est à Paris, ils ont le quart d'heure. La demi-heure, bon, c'est un peu plus, alors. C'est un peu plus. Voilà. Mais les gens nous ont persuadés au départ qu'il n'y avait que les personnes avec un revenu modeste qui étaient malheureuses chez elles ou dans les EHPAD. Désolé, on s'est aperçu que c'était pas vrai. On a vu des gens très riches qui ont leurs enfants au Canada ou en Suisse ou à Dakar, à Doha, pardon, même en France. Et alors en France, là je parle des gens qui sont isolés sans être isolés, c'est-à-dire que leurs enfants, ils essayent d'être présents, ils vont payer quelqu'un, une dame de compagnie ou autre, ça va pas se passer du tout bien, alors que eux ils en sont convaincus. Et le problème du dialogue n'existant plus, intergénérationnel, les parents n'osent pas se plaindre et les enfants se disent bah, « écoute, j'ai fait financièrement tout ce que je pouvais, donc tout va bien pour toi ». Et donc c'est le dialogue. Nous, depuis qu'on est passé, on a une dame de 97 ans qui, à Chinon, je ne sais pas si vous connaissez Chinon, mais c'est la capitale de la montgolfière. Ils ont plus de montgolfières que de voitures. Et donc, je plaisante un tout petit peu, mais il y a énormément de montgolfières à Chinon. Pardon ? Il y a du bon vin aussi, oui, mais je ne bois pas d'alcool. Et donc, cette dame voulait faire un tour en montgolfière. Et ses petits-enfants qui étaient présents, et madame la députée qui était là aussi, nous, on ne comprenait pas le problème. Et les petits-enfants disent non, mais pour son cœur, c'est pas prudent, etc. Et la grand-mère se tourne vers eux et elle leur dit tous les ans, vous m'envoyez à Nice en avion, c'est quoi le problème ? Ah, forcément, c'est quoi le problème ? C'est la surprotection. Donc depuis, elle a fait son tour en montgolfière. Alors encore une fois, vous me direz, c'est un détail. Ben, pour nous, il y a plus de 1200 personnes qui ont eu comme ça des chances, depuis qu'on est passé, d'avoir une communication, de discuter. Et par contre, il y en a qui en ont eu moins. Mais donc nous, on voit ce qui se passe et on n'est pas... Voilà, on n'est personne.
On est juste 3 personnes qui essayons de parler et de voir ce qui se passe. Et quand on va aller à l'Assemblée nationale, on va juste parler de ce que vous nous avez dit, de ce que les professionnels nous ont dit, de ce que les personnes âgées nous ont dit. Le plus souvent, quand on demande dans les EHPAD ou dans les EHPAD, si on avait quelque chose là comme ça, comment elle s'appelle l'autre là ? Joséphine Ange Gardien ou un truc comme ça, qui claque des doigts là. Donc si je pouvais faire quelque chose pour vous, ça serait quoi ? Ben, ils nous répondent tous, plus d'humanité et plus de communication. Et c'est tout. Ils n'en veulent pas plus. Alors après, il y en a d'autres qui, etc. Et on sait que dans certains endroits... Mais nous, pour l'instant, sur les plus de 5000 retraités qu'on a vus, ben, ils nous ont tous dit ça. Et aucun nous a dit, oui, mais moi, je voudrais ça, moi, je voudrais ça. Il y a eu un jour un monsieur, pour vous montrer jusqu'à quel point les dames ont voulu l'égalité, mais dans la retraite, c'est pas forcément évident, c'est souvent inversé. Et il y a un monsieur qui était dans un EHPAD qui venait d'arriver, sa femme était décédée, malheureusement, 3 semaines plus tôt. Et donc lui, il était là, et ça se passait très très mal, mais ça, j'étais pas encore au courant. Et donc, il me demande s'il peut parler d'homme à homme. Parce qu'en fait, vous savez que normalement, dans les EHPAD, il y a très peu de femmes qui travaillent, d'hommes qui travaillent, pardon. Il y a beaucoup de femmes, 93%, si je me rappelle bien. Et lui, dans l'EHPAD, il y avait une centaine de personnes, et ils étaient 3 hommes. Et donc, il veut me parler. Et je dis non, moi, je suis personne. Et il me dit non, mais d'homme à homme, on sort. Et il me dit voilà, je veux me suicider. Oh là là, on arrête. Je ne suis pas assistant social, je suis personne. On va voir la directrice. Non, je veux pas parler à une femme, je veux parler à un homme. Je vous la fais courte. En fait, le monsieur, sa femme venait de décéder, il était seul à l'EHPAD et on lui avait mis une protection d'office. Une petite jeune fille de 22-23 ans, à qui on apprendra par la suite que c'était le premier monsieur en exercice qu'elle changeait. Alors, elle avait changé des mannequins, etc., mais des messieurs vrais, ben, d'après elle, c'était le premier. Donc elle était convaincue que c'était un cochon parce qu'il avait eu une érection. Et lui, il était convaincu que c'était une folle parce qu'elle avait frappé. Or, une fois qu'on a réuni tout ce beau monde, la directrice, la folle et le pervers, il s'est avéré que le pervers, il était frappé par personne parce qu'elle faisait juste le geste. Il s'est avéré que la jeune femme a reconnu que peut-être elle s'était trompée. Et il s'est avéré que ça fait 7 mois et il ne s'est toujours pas suicidé et tout va très bien maintenant. Parce que la directrice a mis en place, chaque fois qu'il y a un homme qui arrive, ça en fait 2 qui arrivent, elle demande à un infirmier de l'extérieur de venir pour montrer les gestes aux jeunes femmes et qu'elles n'aient pas peur. Donc on nous dit de l'argent, de l'argent. Nous, on n'est pas d'accord pour 2 raisons. Parce que si on arrive, nous, en ne sachant rien, et on va au gouvernement et on dit qu'il faut 200 milliards par exemple, ils vont dire vous les sortez d'où ? C'est des collègues à nous qui vous les ont poussés, donc nous, on ne vous écoute pas. Et on a vu d'autres solutions que l'argent, au départ. La discussion, la rediscussion intergénérationnelle, parce qu'il y a 50 ans, quand certains messieurs ici présents, en mai 68, ont voulu que d'autres dames aient la mini-jupe, eh ben, ils ont juste oublié qu'un jour, ils seraient âgés, parce qu'à l'époque, ben, des personnes âgées, il n'y en avait pas. Il y a 50 ans, il y en avait 3 millions, aujourd'hui, il y en a 15. Et il y a 50 ans, ils vivaient 3 ans leur retraite, aujourd'hui, ils la vivent 17 ans. Et il y a 50 ans, une dame ou un monsieur de 70 ans, il était comme ça. Bon. Aujourd'hui, à 70 ans ou à 75 ans, nous, on en a rencontré un professeur de boxe thaïlandaise de 95 ans, une dame de 102 ans qui apprenait l'aérobic à d'autres dames. C'était pas Vanina et je ne sais plus qui là. Donc, etc., etc. Et vous allez me dire, oui, mais c'est exceptionnel. Alors, exceptionnel, sur les milliers de personnes qu'on a vues, nous, on a trouvé que c'était beaucoup. Alors, je reconnais qu'on peut considérer que c'est exceptionnel. C'est 15-20% des personnes âgées. Mais c'est 2 millions et demi qu'on dit « reste chez toi, reste au chaud, tu n'as plus rien à nous apporter ». Mais nous, on pense que ce n'est pas vrai. Donc ma fille, un jour, quand on était dans un endroit comme ça et qu'il y avait Arte, et que Arte a dit « oui, mais les vieilles personnes, il faut comprendre ». Il y a une dame qui s'est levée, qui a dit « moi, j'ai 94 ans et je ne suis pas vieille ». Et alors ma fille, je ne sais pas pourquoi, elle a eu une idée comme ça, elle a proposé un mot, et elle a dit non, vous n'êtes pas vieille, vous êtes arthrolescente. Pour adolescent, adolescent, arthrolescent. Et ça leur a plu. Alors si ça vous plaît, vous me le dites, c'est ma fille. Si ça ne vous plaît pas, vous débrouillez avec elle. Donc
Depuis, peut-être vous avez vu hier sur FR3, ils en ont parlé. Vous avez peut-être vu sur... c'est quoi là? La Provence, France Bleu, etc. Donc ils commencent à un peu en parler. Alors l'idée, c'est d'aller au gouvernement pour dire les arthro-laissants qui ont envie, laissons-les tranquilles. Ceux qui ont envie de rester dans leur coin, parce qu'il y en a, mais très peu. Et on n'arrive pas à cerner les gens qui sont malheureux dans leur coin. Parce qu'il y a une dame, une fois, elle me disait, mais moi, je ne veux pas aller chez les petits frères des pauvres parce que je ne suis pas pauvre. Mais les petits frères des pauvres, c'est pas ça. Pardon? Absolument. Sauf qu'il faut réussir à les trouver. Donc nous, on demanderait un référent, par exemple, pour quand vous êtes à 65 ans, alors pas un flic, hein, un référent qui explique et qui vous dit 2 fois par an, faites au moins coucou, qu'on sache que vous n'êtes pas en train de mourir dans votre maison, etc. Dites-nous ce que vous voulez et on vous dira ce que vous pouvez faire pour nous. Parce que moi, je suis halluciné. Sur la page Facebook que vous avez vue au début, j'ai plusieurs milliers d'abonnés qui me demandent tous comment faire pour venir dans l'association et aider les personnes âgées. On n'est pas une association, mais il y a plein d'associations qui le font. Et les associations qui le font nous disent tous « Ah ben non, nous, on ne trouve personne. » Ah, moi, je ne comprends plus rien. Donc, où il y a un problème, encore une fois, de communication, et c'est la seule solution que je trouve, ou alors je ne comprends pas. Et c'est vrai que là, ce matin, avant de partir, il y a une dame qui m'a envoyé une vidéo en disant qu'elle a sa maman qui est en train de dépérir dans un EHPAD et qu'elle veut que je fasse quelque chose. Allez-y, moi je ne peux rien faire, on s'en va demain. Mais dans le 8e, l'EHPAD, il n'est peut-être pas dans le 8e. Je ne sais pas s'il y a un EHPAD dans le 8e. Ouais. Je sais, à Marseille, il y a tout en plus. Et il y a 50 ans, il y avait 1000 centenaires en tout et pour tout en France. Aujourd'hui, il y en a 30 000 centenaires en France. Et dans 20 ans, il y en aura peut-être 200 000, sauf s'il y a un nouveau Covid. Bon. Alors, le financement, j'allais justement y venir. J'ai pas osé le faire avant. Donc, c'est que je prends n'importe qui de normal, entre guillemets, et je dis, tu vas mettre ta vie, entre parenthèses, pendant donc, le temps que ça a duré. Tu vas aller dans un camping-car avec une dame de 100 ans, et tu vas vivre avec seulement 1 000 € par mois. Donc seulement 1 000 € par mois. Donc pas de resto. Tu abandonnes ton petit copain parce qu'il n'a pas voulu te suivre. Donc pas de resto, pas de boîte de nuit, pas de coiffeur, pas d'enfer, rien. Pendant 2 ans. Et admettons, je vais aller plus loin, au bout de 2 ans, si tu as résisté, je trouverai pour te donner 200 000 €. Je peux y aller, hein. Je n'aurai pas les 200 000 € à donner. Parce qu'en fait, on a un mode de vie et que ce qu'elle a su vivre, aller dans des grottes, discuter avec des gens, venir ici gratuitement pour vous parler, je la félicite pas, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui savent le faire, qui y arrivent. Donc, elle y arrive parce qu'elle y croit, parce que chaque fois qu'elle fait quelque chose, elle y croit. Quand on était donc dans l'Ocam Eden et qu'il y a des jeunes filles qui sont dehors pour aller chercher de l'eau et qu'elles mettent 2 heures aller, 2 heures retour, on fait un puits et une école. Bon, on n'a rien rapporté financièrement. Mais alors, j'en sais rien, moi, s'il y a Dieu, s'il y a quoi que ce soit. Mais on était content de les voir contentes, point barre. Et quand on va dans des endroits, l'autre fois, on était en train de jouer avec un monsieur, Étienne, qui avait 95 ans, et qui joue au boule avec nous. Et il y avait une dame bourrée de bonne volonté qui arrivait avec la chaise et essayait de lui mettre la chaise chaque fois pour qu'il s'assied. Mais laissez-le mourir debout. Il est trop heureux. Il est là, il est heureux avec nous, mais laissez-le tranquille. Arrêtons. En plus, il a gagné. Ceci dit, on est à Marseille, donc c'est normal. Mais donc, non, mais c'est ça qu'on essaie d'expliquer. Laisser les gens vivre heureux et mourir heureux, s'ils peuvent. Alors après, encore une fois, on ne va pas mélanger la maladie, on ne va pas mettre... Mais ce monsieur, par exemple, j'ai su qu'il avait très bien dormi par la suite, mais en attendant, il était trop heureux d'avoir pu être comme tout le monde. Et c'est ça le plus important. Donc financièrement... Depuis qu'elle a 15 ans, depuis qu'elle vous a raconté l'histoire avec sa grand-mère, avant, elle allait avec ses copains, etc., parce qu'on était à La Faute-sur-Mer, et moi, je m'occupais de la station, donc je remettais les clés aux clients, etc. On faisait des animations, et avant, elle allait avec les copains et les copines le soir, et elle s'amusait. Et quand la grand-mère a voulu la marier de force, elle a eu une idée, c'est faire un tour du monde. Donc, elle a mis tout son argent de côté.
Et donc, comme ça représentait 2000, 2500, 3000 euros par an, et comme quand on allait en Afrique ou ailleurs, on ne dépensait pas d'argent, ben finalement, elle a pu mettre de l'argent de côté. Et quand sa maman, enfin, quand elle a eu 34 ans, sa maman a eu un cancer, donc elle n'a pas voulu partir alors qu'elle aurait pu. Quand sa maman a été guérie du cancer, la belle-maman a téléphoné, elle aurait pu partir, mais elle n'a pas choisi. Et quand on a commencé à voyager en camping-car, son argent a commencé à diminuer. Et là, étant donné qu'elle est en train de faire un tour de France sur ses fonds propres et qu'elle demande de l'argent à personne, comme ça, si on a envie de partir là tout de suite, on le fait. Et donc, ça répond à votre question? Et ben voilà. Alors, juste pour dire que si je le fais sur mes fonds propres, c'est pour démontrer à l'État que quand on veut replacer de l'humanité dans notre société, ce n'est pas une question d'argent, tout simplement. C'est qui, lui? Donc, il est avec nous, il nous aide. Un supporter de l'OM. Non, il y en a qu'on dit, c'est moi avec une perruque. Je vous rassure, c'est pas ça. Vous avez dit Hervé Villard. Alors, vous avez gagné, c'est vous qui devez chanter Capri. C'est fini, d'accord. Alors, on va voir si vous suivez un tout petit peu. Le prochain qu'on va vous montrer, il n'est pas à vous, il est à moi. Alors, on va voir si vous êtes capable de comprendre le jeu de mots. Alors, Nelson qui? Ah, tu vois, à Marseille, ils ne comprennent pas. Quand on était à Lille et que je leur ai dit, il n'est pas à vous, il est à moi. Ben, ils ont tous répondu, Nelson, ton fort. Ben oui, vous répondez, mon fort. Donc eux, ils sont d'accord avec nous pour essayer d'aider les personnes comme moi ou comme madame qui a 101 ans. C'est ça? Alors ça, c'est en italien. Alors vous savez pourquoi il n'y a pas écrit 101 ans, mais par en vadrouille? Parce que le mot vadrouille est intraduisible en italien, en anglais, en allemand. Parce que le mot vadrouille, à l'époque, en France, c'était la vadrouille sur le pont des navires. Voilà. Et c'était une serpillière. Donc quand ils ont voulu traduire, ça donnait la centenaria, donc passe la serpillière. Donc c'était pas très joli, donc ils ont mis leur titre. Et qui d'ailleurs est plus joli que le livre en français. Non? La photo est plus jolie. Hein. Est-ce que vous voulez voir un monsieur, un bel homme? On va vous le montrer, si on le trouve. Il est pas mal, ça va. Hein? Bravo, monsieur. Bravo. Alors, à savoir que 4 ans plus tôt, j'ai traversé le port au Château d'If à la nage. À l'époque. Voilà. Après, j'ai traversé l'île de Ré. Et à mes 35 ans, j'ai traversé l'île de Ré à la nage du continent, de la Tranche-sur-Mer à l'île de Ré. Et mais maintenant, j'arrête. Donc, et à côté, ben, vous l'avez reconnu, c'est ma tendre épouse qui me supporte depuis 46 ans. Donc c'est juste pour montrer, alors ça en général on ne le montre pas aux gens d'un âge certain, mais on le montre aux gamins, parce que quand ils nous regardent, me voient avec mes 60 ans passés et mes 120 kilos passés, et quand ils sont assis devant et qu'ils voient ça, ils regardent, on va être comme ça, et hop, eh ben oui, on change. Mais je ne regrette absolument pas cette époque où j'étais comme ça, parce que je vivais une vie. Maintenant, j'en vis une autre. Point barre. Mais les gens qui étaient en vacances en Espagne et ailleurs, qui avaient laissé leurs parents, pourquoi ils n'ont pas téléphoné? Pourquoi ils ne sont pas retournés de vacances pour s'occuper de leurs aïeux? Donc, il ne faut pas tout mettre sur le dos de l'État. On va commencer par se prendre en charge nous-mêmes. Et après, l'État pourra nous aider. Là, non, on dit l'État, prends-moi en charge. Et ma fille, elle va plus loin que vous. Elle va plus loin que vous. Elle veut demander carrément que quand on ne va pas voir ses parents ou grands-parents pendant 5 ans ou 6 ans dans un EHPAD, on n'ait plus droit à l'héritage. Sauf que si on demande ce genre de loi, ça ne passera jamais. Donc, c'est d'abord la discussion et après ce genre de loi.
Après, une fois qu'on a réussi justement à sensibiliser tout le monde, et nous, on peut vous dire que dans les lycées, les collèges, les écoles d'infirmières où on va, justement, mais les enfants ne sont pas au courant que leurs grands-parents sont traités comme ça. Et les grands-parents, vous savez, le problème de la surprotection, c'est ce qu'on essaie d'expliquer, mais il y a un monsieur qui a 60 et quelques années et qui a une librairie religieuse et qui y croit et qui veut aider ses parents. Mais ses parents n'ont pas envie d'être aidés parce qu'ils ont leur dignité et ils veulent se débrouiller tout seuls. Alors je lui dis, mais vous avez besoin d'eux dans la librairie? Il me dit, non, je n'ai pas besoin d'eux. Mais si, vous avez besoin d'eux. Mais non, je n'ai pas besoin d'eux. 2 jours plus tard, il me téléphone, il me dit, j'ai compris, je leur ai téléphoné, ils font un essai. Et là, ça fait 6 mois qu'ils habitent à Brive avec lui, sa femme et les enfants, et tout le monde est heureux. Et il me téléphone, et là, il y a une semaine ou 10 jours, excusez-moi, et il me dit, vous pourriez parler à mes parents au téléphone pour leur dire qu'on n'a pas vraiment besoin d'eux toute la journée. Parce qu'eux, ils sont tellement à fond, ils sont tellement heureux, qu'en fait, ils font 10 heures par jour. Et donc, lui, il essaye de les calmer. Mais c'est ça, en fait, de réussir à discuter, justement. Eux, on ne va pas dire que c'était des mauvais enfants. C'est juste qu'effectivement, ils ont leur boulot un petit peu différent. Les parents ne veulent pas être des charges. Et au lieu de discuter ensemble, ben, il y a un malentendu. Alors, je ne vous dis pas que tous les Français sont comme ça. Je vous dis que malheureusement, beaucoup sont dans le malentendu. Nous, depuis qu'on se déplace, combien de jeunes on a eu qui nous ont dit « mais nos grands-parents, ils sont heureux, ils n'ont pas besoin ». Et le lendemain ou le surlendemain, sur la page Facebook, ils me disaient « je suis allé les voir, mais j'ai rien compris, vous aviez raison. Je suis allé à la chasse avec lui, je vais aller... » Et il est heureux. Et parce qu'il n'y a plus de conversation. On n'en discute plus. Vous me parlez des EHPAD quand les gens ne vont pas les voir. Mais des fois, c'est la faute justement aussi, parce que nous, quand on y allait, ben, vous discutez au début et ils disent tous « non, non, c'est bon, nous, ici, on est heureux ». Alors, s'il y a quelqu'un à côté, forcément, ils sont obligés de le dire. Donc, nous, ici, on est heureux, etc. Et, ah bon, vos enfants oh non, mes enfants, ils sont trop formidables. Ah bon, et la dernière fois qu'ils sont venus vous voir, ah ben, c'est il y a 3 mois, 4 mois. Et donc, en fait, c'est ça le problème. Mais ils ne lui disent pas. Nous, on a... Alors, il n'y a pas que nous, hein, il y a plein de... À travers la France, heureusement, il y a plein de choses qui se passent. Mais le timbre qui est en train de disparaître, on a fait le contraire. On a dit, écrivez des lettres à ces personnes parce qu'elles seront ravies de voir quelque chose de concret dans leurs mains. Donc, c'est des petits rien du tout. Mais les gens, en plus, sans vouloir être méchants, ils s'en moquent puisque le timbre, ils ont peur de le jeter. Donc, ça marche très bien et les gens sont heureux. Mais ce que vous avez dit, mais alors 200% d'accord avec vous, parce qu'on en a rencontré des gens qui sont malheureux parce que personne ne vient les voir. Il y a une dame, ça fait 12 ans que personne n'est venu la voir. 12 ans. Donc c'est hallucinant. Déjà, c'est hallucinant qu'elle soit toujours en vie. Mais bon. Alors vous savez, depuis que j'ai démarré le Tour de France, il y a une 20aine de pays qui ont téléphoné pour dire des exemples. Et en Afrique du Nord, par exemple, où on est supposé penser que c'est beaucoup mieux que chez nous parce qu'il y a la famille, etc. C'est vrai, tant qu'il y a la famille. C'est vrai, tant qu'il y a les amis. Mais quelqu'un de 70 ans qui n'a pas de famille, qui n'a pas d'amis et qui n'a pas d'argent, bah c'est terrible. Et alors, ils me téléphonent et ils me disent, on peut faire quoi? Je dis, bah alors déjà chez nous, on a des problèmes, on n'arrive pas à trouver, alors tu sais, je ne vais pas te donner de conseils. Mais on essaye d'en discuter tous ensemble. Alors, en Norvège, ils ont trouvé une solution. Mais nous, on n'a pas... Ah si, en face, ça s'appelle comment, là, Frioul? Hein, Frioul? Hein, il n'y a pas beaucoup de monde là-bas dessus. Bon, alors je vous donne l'exemple. Si vous voulez le reproduire, ici, c'est très bien. En Norvège, ils ont une île qui fait environ 40 km². C'est à peu près ça, non? Elle est plus petite. Elle fait à peu près 40 km². Il y a 450 retraités et une 60aine de détenus qui s'occupent des retraités. Et ça marche super bien. Parce que les détenus, ils savent que s'il y a un problème, ils se retrouvent au Baumettes, c'est ça? Voilà. Ils savent qu'ils se retrouvent et ils n'ont pas envie d'y aller. Et les retraités sont super contents. Il y a des banquets, ils se sont mariés, il y en a, etc. Donc eux, ils sont contents. La famille, quand ils veulent venir, c'est les détenus qui s'occupent des bateaux pour passer. Et ça se passe super bien. Alors en France, des îles, j'en connais pas. Donc, Non, mais en Suisse, par exemple, vous avez le droit de donner votre maison à l'État. Et l'État vous garantit un double de retraite par rapport à la valeur de l'argent de la maison. Bon. Donc, c'est une idée. Bon.
En Italie, vous l'avez vu, c'est des dames des pays de l'Est qui viennent pour 1 000 € par mois, nourris, logés. Vous allez me dire, c'est pas assez payé. En France, il faut savoir quand même que le service civique, les jeunes qu'on emploie, ils sont payés 5 € de l'heure. Hein. Donc, c'est pas terrible non plus. Donc, je veux dire, nous, ce qu'on va demander, c'est juste qu'on écoute et qu'on voit si c'est transposable et qu'on voit si c'est intelligent. Si ça l'est pas, ça l'est pas. Si on nous dit non, on peut pas le faire, on peut pas le faire. Alors, l'île de Frioul, j'ai compris, c'est non. Mais les exemples... Non. Pardon ? Ah, alors peut-être les Belges y veulent. Donc, non, mais donc, les idées, il y en a plein. En France, quand on passe un peu de partout, tout le monde nous donne des idées, et des idées excellentes, et ce n'est pas toujours de l'argent qu'il faut. Il y a de plus en plus des maisons intergénérationnelles où parce que les retraités acceptent de payer 50 ou 100 € de plus leur appartement, les jeunes qui sont là payent 300, 400, 500 € de moins, voire des fois gratuits. Ils s'entraident un tout petit peu et tout le monde est heureux. Donc c'est à voir, c'est à discuter. Il y a des mauvais exemples peut-être, il y en a des bons. Et le problème qu'on a dans nos villes, c'est que quand je vois des endroits, des villes où j'ai vu c'était super, ben quand je leur dis on va vous citer sur la page Facebook, non, faites pas ça, parce qu'après s'ils copient, c'est eux qui auront les aides de l'État et nous on n'aura plus rien. C'est horrible. C'est horrible, je suis d'accord, mais c'est horrible. Donc il y a une ville que je n'ai pas le droit de citer, les retraités payent 400 € leur studio et 500 € un 2 pièces. Et il y a dedans une animatrice, etc. Et ils ne veulent pas être cités parce que, comme c'est l'État qui leur a donné des subventions, etc., ben, ils ne veulent pas qu'on dise « eux, ils ont eu et les autres, ils n'ont pas ». Mais on est dans quel système ? Alors, vous savez ce qu'ils vous disent, les députés ? Ce qu'ils nous ont dit. Ils ont dit exactement la même chose que vous. Quand ils sont restés dans 1 heure, 1 heure et quart dans le camping-car, ils ont dit « combien vous avez besoin ?» Et quand on leur a dit rien du tout, eh bien, ils ont accepté d'écouter et de comprendre qu'avec rien du tout, on pouvait peut-être en parler et peut-être trouver les solutions ensemble. Et vous pouvez, et vous avez le droit de dire qu'on est des naïfs, puisque quand elle a démarré et quand elle m'a cassé les pieds, c'est ce que j'y ai dit. Sauf qu'entre-temps, j'ai découvert une France que je ne connaissais pas, des gens que je ne connaissais pas, et qui, pour certains, bon, je ne sais pas si demain matin vous levez assez tôt pour nous amener les croissants, mais ils nous ont amené les croissants à 7 h du matin sans qu'on soit au courant qu'ils existaient. C'est juste, ils ont vu la page Facebook, ils ont vu là où on était, ils sont arrivés. Et ils ont discuté avec nous de ce qui se passait, et ils ont dit, ben moi, mes grands-parents, parce que j'ai lu et j'ai compris, et je vais le faire. Et donc, on n'est qu'à 1200 personnes, d'accord, à qui ils nous ont dit avoir changé leur vie, et grâce à nous, en mieux. Mais 3200, ça fait 400 chacun. Si 400 chacun, là, ça y est, tous les Marseillais, c'est bon, quoi. C'est fini. Mais non, mais c'est ça. C'est qu'au lieu de dire tout le temps, on ne pourra pas, on n'y arrivera pas, disons-nous tous ensemble, et si on essayait ? Puis après, on va perdre quoi ? Un petit peu de notre naïveté. C'est pas grave, on l'a déjà perdu depuis longtemps. Donc, je sais pas, excusez-moi, hein, je m'emporte un peu. Moi, je me pose une question. On a su que Fiona avait plus ou moins rompu avec sa grand-mère quand elle avait 15 ans et 3 mois, pour une très bonne raison, ça je la soutiens. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre les 15 ans et les 34 ans de Fiona? Quels étaient les rapports avec la grand-mère? Donc moi, je suis toujours voyageuse et ma grand-mère était très sédentaire et je la voyais 1 voire 2 fois par an, et encore, si je pouvais la voir un peu moins, je m'en passais largement. Donc c'est pour ça que quand j'ai eu mes 15 ans et 3 mois et qu'elle a essayé en me disant « vu ta tête, je te trouverai jamais mieux », et qu'elle m'a fermé la porte pendant plusieurs années, moi ça m'allait très bien. Et comme elle était très sédentaire, on n'avait aucun lien affectif, jamais une petite attention non plus de ma grand-mère. Et d'ailleurs, quand je l'ai récupérée, et la première fois que j'ai fait un petit bisou, c'est pour ça que j'en parle à la fin, mais la première fois que j'ai fait un petit bisou sur le front parce qu'elle était très énervée, elle m'a regardée, elle m'a dit « Moi, on ne me baisse pas comme ça ». Et je dis, mais c'est normal un petit bisou entre petite fille et grand-mère. Mais elle connaissait même pas, parce que quand elle était en Italie, même si elle était très pauvre, elle vous voyait sa mère.
Et donc cette relation grand-mère-petite fille, elle connaissait pas. Et à la fin, justement, pendant le voyage, au fur et à mesure, c'est elle qui me disait bisous, 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 bisous. Mais entre mes 15 ans et 3 mois et mes 35 ans que je suis allée la chercher, il n'y a jamais rien eu. Et elle m'a jamais appelée en me disant « Tu sais, je suis là ». Et je ne suis jamais allée la voir, franchement. Et elle était où pendant ces 20 ans, votre En région parisienne, ma grand-mère. D'accord, mais à la maison ou dans un... À la maison. Elle était très indépendante. Donc l'épisode institution, ça a été... Quand elle a fait sa chute, quand on m'a annoncé que ma maman avait un cancer, ma grand-mère chutait le même jour. D'accord, ok. Voilà. Et vos parents, ils allaient voir votre mère? Mes parents, mon petit papa, ma petite maman? Ouais. Comme votre petit papa, non, je comprends qu'il y a pas, comme, il est tout excusé. Comme je vous ai expliqué, en fait, on vit avec mes parents tout le temps. Donc, quand je dis j'allais la voir 1 à 2 fois, on allait la voir 1 à 2 fois. Mes parents, ma petite maman aussi, venaient. Donc, Alors, on y allait ensemble. Il y avait un étage. Moi, je montais à l'étage et ma femme parlait avec sa maman. Mais ma petite maman s'occupait de ma grand-mère à distance aussi. Hein. Même si ma grand-mère était... avec un fort caractère et qu'elle voulait qu'il n'y ait personne, etc. Ma petite maman a tout mis en place. Vas-y. Oui, j'avais tout mis en place pour... Elle voulait rester chez elle. Des infirmiers qui venaient pour les médicaments et des intervenantes pour faire le ménage et lui préparer à manger. Au début, c'était une intervenante qui passait 1 fois par semaine pour faire le ménage. Et puis, au fur et à mesure des années, il a fallu qu'elle passe un peu plus souvent. Mais ma maman ne voulait pas bouger de chez elle. Elle voulait rester chez elle jusqu'au bout. Voilà, j'avais mis en place ce système d'aide à domicile. Puis on faisait comme le monsieur l'a dit. Hein. Il y a des enfants qui ne vont pas voir, etc. Ça ne nous arrangeait pas. On était fâchés et j'assume totalement, est-ce que j'avais raison ou tort, ça c'est autre chose, mais j'assume totalement, oui, on n'y est pas allé. Et on aurait peut-être dû y aller avant, comme ça elle aurait peut-être compris avant, j'en sais rien. Ça s'est fait comme ça s'est fait. Et oui, vous pouvez dire pourquoi ils n'y sont pas allés avant. On se tape les 500 km, on arrive à la maison, je toque à la porte, elle ne veut pas ouvrir sa porte. Et j'avais une envie pressante. Il y a l'infirmier qui est arrivé, qui lui a dit « Mais enfin, Madame Cavana, vous voulez pas que votre petite fille elle pisse dehors quand même? Ouvrez votre porte !» Mais entre 500 km avant et 500 km après, elle avait changé d'avis. Ça, c'était le caractère de ma grand-mère. Bon, au bout de 2 heures, elle a enfin ouvert la porte et j'ai pu aller aux toilettes. Mais bon. La ville de Marseille vous remercie d'être venu à notre rencontre, de nous avoir fait partager cette belle expérience, cette belle aventure, ce joli périple, cette belle histoire. Mesdames, Messieurs, merci aussi d'avoir participé à cette conférence. Merci